Salut à tous, épisode 5 avec les Portland Trail Blazers. On est encore dans cette première saison 2023-2024. On est précisément en février 2024, la veille de la trade deadline. Donc après cela, il faudra faire avec l'effectif qu'on a. Il n'est pas moche. Et la réussite de l'équipe à ce stade-là n'est plutôt pas mauvaise, puisqu'on est un petit peu au-dessus de la barre des 50%, ce qui peut laisser augurer soit dans le meilleur des cas d'une place dans les 6 premiers, soit quand même d'un accès vraisemblable. On va regarder quand même la config, mais un accès possible au play-in. 6, Minnesota, 7, Clippers, 8, OKC, 9, Blazers, 10, Kings, 11 Warriors, donc voilà, ça peut être une bataille avec les Kings et les Warriors. Et puis après, déjà, on voit que des équipes comme Dallas, Utah, à l'ouest, sont déjà mal parties pour pouvoir contester quoi que ce soit. Quand, évidemment, les Rockets, enfin je dis évidemment, ça n'a rien d'évident IRL, mais dans la partie, c'est plus qu'acté. Les Rockets et encore pire, les Spurs ne pourront espérer aucun accès au play-in. Voilà. Donc, la question qui se posait en fin d'épisode dernière était la suivante. Que faire vis-à-vis de cette trade deadline? Est-ce qu'il fallait encore bouger? Alors moi, ce que j'ai considéré, c'est qu'évidemment, la recrue récente, OG Anunoby, est totalement intouchable. Il sera protégé, on l'espère. Il est protégé par des droits Birds pour ce qui concerne sa prolongation. Dans le cas où il déclinerait la player option. Mais sinon, on mettra ce qu'il faudra sur la table pour le prolonger. Donc ça, c'est pas trop un problème. À mon avis, il n'est pas mauvais de conserver DeAndre Ayton sur le long terme et faire de lui le pivot de cette équipe-là. En tout cas, c'est un peu mon souhait dans cette partie. Et puis ensuite, pour ce qui est du rookie Scoot Henderson, il se développe lentement mais sûrement. Et honnêtement, il n'y a aucune raison de partir sur un autre projet. La partie existe presque un peu pour ça. Hein. C'est pour essayer de développer Scoot Henderson et d'aller loin avec lui. Mais également Shaedon Sharpe, son compère. Ils ont le même âge. Ils ont le même overall à ce stade-là, avec un contrat rookie d'encore 3 années, puisque lui est sophomore à ce stade-là, et beaucoup d'espoir placé en eux. Autour de ce petit monde-là, on a le long contrat sécurisé, qui permet déjà de présenter un premier asset dans un futur trade, qui est Jeremy Grant, l'ailier fort, très solide, pourvoyeur de points quand il le faut, et honnêtement presque polyvalent, j'allais dire. Hein. On pourrait presque jouer du small ball à des moments avec Jeremy Grant si le besoin s'en faisait sentir. Le contrat est un peu élevé, mais en même temps, il n'est pas dit que au moment où il gagnera 36 millions à 33 ans, il sera encore chez nous. Donc c'est un asset potentiel pour moi, tout comme l'est Robert Williams, un asset récupéré dans le trade avec les Celtics concernant Jrue Holiday, qui a ricoché des Bucks aux Celtics via Portland. Robert Williams y aura encore 2 années après celle-ci, à un tarif en plus relativement avantageux. Donc ça se case tous les jours. Et puis après, troisième asset principal, c'est Malcolm Brogdon, à qui il restera encore 1 année après celle-ci, qui sera donc expirant l'an prochain, avec son joli overall, un âge où on n'est pas fini du tout pour jouer au très haut niveau en NBA. Après, j'ai cherché, donc voilà, je vous montre le plafond salarial, le tableau de plafond salarial, pour constater que la marge avant option ou resignature d'OG Anunoby à l'été 2024 sera faible, mais on s'en fiche, on aura des droits Birds complets, donc à partir de là, on pourra aller l'augmenter, on pourra aller le payer, ce qu'il demande. Sauf si évidemment une franchise venait faire une offre supérieure, mais c'est pas évident non plus parce que pas tout le monde a de la marge. Il faudra voir. Il restera encore 1 année à Matisse Thybulle. Et puis sinon, après, on a beaucoup de contrats expirants, à part pour nos petits jeunes
Chris Murray et Jabari Walker. Mais sinon, voilà, Brown. On verra ce qu'on fait avec Camara, qui n'est pas du tout le Camara de la réalité, et Ryan Rupert. Voilà. Donc après, le reste, en plus, Badji, dommage, hein, Donko Badji, il est en two-way contract, il ne progresse pas. Ça n'est pas vraiment une option à ce stade-là. Donc, ce que je me suis dit, c'est que s'il y avait une upgrade qui pouvait être faite, c'était éventuellement sur un poste d'ailier pour aller rajouter en cette fin de saison un troisième bon joueur. Donc je vous la fais courte, j'ai cherché, mais on va résumer les choses assez rapidement. Quand on élimine les pistes qui ne sont pas crédibles ou qui ne sont pas faisables, il reste 2 joueurs que j'ai ciblés à ce moment-là, qui sont DeAndre Hunter d'une part, et qui sont également Harrison Barnes, dans un registre plus vétéran. Et en fait, ces deux options-là, elles me menaient à devoir sacrifier un premier tour de draft. Donc à partir de là, je me suis dit non, on va attendre comme ça. Après, on pouvait les avoir, hein, donc ça aurait fait un 8 majeur, si j'ose dire, avec un 5 et 3 mecs très forts qui sortent du banc. Et après, forcément, un environnement plus dépeuplé en termes de qualité de joueur. Je me suis dit que c'était pas forcément une bonne option. Puis certains d'entre vous m'ont confirmé là-dessus. Pas de très bonnes affaires. Eh bien, à ce moment-là, on passe. J'avais rien de vraiment probant en échange de Brogdon ou en échange de Robert Williams. Donc Jeremy Grant non plus. Hein. Personne ne donnait quoi que ce soit. Donc on va plutôt essayer de terminer la saison tel que nous sommes là. Ce qui sera peut-être, à mon avis, pas une mauvaise option. Mode simulation activé donc, hein. Simulation assez massive activée avec, vous voyez, une victoire juste avant, une défaite là. Ça va aller relativement vite tout ça. Pour constater quoi ? Pour constater, allez, Minnesota 2 fois, là c'est très important. Ah, victoire. Étonnant. Pour constater que les scores sont surprenants et sont... je dirais, les écarts sont aussi assez étranges. C'est-à-dire que vous allez facilement avoir 20-30 points d'écart avec telle ou telle équipe, sans que ce soit parfaitement justifiable. À ce stade-là, on fonctionne bien. Hein. On a une bonne alchimie, hein, probablement, hein, même si il me semble voir qu'on est un petit peu en dessous des 50%, mais ça va encore. Regardez, 40 points contre les Nuggets. Donc en fait, on se demande un peu ce qui fait que on caracole comme ça en tête face à des équipes qui sont presque supposées plus fortes que nous, quoi. Et donc je comprends pas. Je prends ce qui vient, mais je ne comprends pas vraiment. Hornets, normalement, ça se croque. Ok, ça se prend, ok, tout va bien. 30 points, là encore. C'est démesuré. C'est démesuré, mais bon, on a compris que les choses étaient surprenantes. Tiens, ici, il y a une entrée en jeu qui peut être très très intéressante. Il reste environ 3 minutes à jouer. Nous sommes à -2. -4 maintenant, parce qu'il y avait 2 lancers francs, je me souviens. Ah, passage en force. Passage en force, Malcolm Brogdon. On va appeler ici un 3 points pour Jeremy Grant. Ouf, ça rentre. Bon timing de shoot, Jeremy Grant, très agréable. On se retrouve alors encore à -2, voire -4 sur cette action de Jimmy B. 1 minute à jouer, -2, ballon à Butler, avec Ayton qui n'a pas réussi du tout à dissuader. Butler a été clutch et a mis probablement ce qui était le panier de la gagne, hein, très très bien. Défaite donc, qui nous ramène à 31-26, puis 31-27 avec cette défaite contre Memphis, que l'on retrouve le lendemain pour à nouveau une courte défaite. Voilà, je préfère encore quand il y a des scores comme cela. C'est-à-dire qu'on perd, mais ou on perd ou on gagne, peu importe, mais avec un écart de points quand même pas démesuré, quoi. Allez,
Les Timberwolves, oh, la mauvaise nouvelle. Jeremy Grant, claquage aux ischios, 1 à 2 semaines. Falloir voir un petit peu de quelle façon est-ce on le soulage, parce que je ne compte pas le perdre dans l'hypothèse pas forcément certaine d'une fin de saison intéressante. Donc bon, bah on l'économise, on le sort de la rotation. Jeremy Grant donne du temps à Jabari Walker. Est-ce une bonne idée? Je l'ignore. Quoi qu'il en soit, immédiatement, on perd contre les Timberwolves 114-115. On perd, mais rentre en jeu. On perd d'1 point. 1 minute 30 à jouer, -2. Il y avait encore une fois un lancer franc en cours. Edwards. Waouh, magnifiquement joué. Anthony Edwards, -4. Allez, on cherche des solutions. C'est pas évident comme ça quand on rentre dans un match de trouver tout de suite des solutions. Alors j'appelle un 3 points en sortie d'écran pour Malcolm Brogdon. Ici, regardez, il a l'espace pour shooter. Toujours ce maudit timing de shoot pour Malcolm Brogdon. C'est vraiment terrible. Ça me donnerait des envies de trade, de ne pas réussir à mettre un seul 3 points avec ce joueur, pourtant excellent, pourtant bien noté. Je ne comprends pas. Dans la foulée, une gifle infligée par le Thunder. Rockets, regardez bien, Rockets nous mettent 10 points d'écart, défaite à nouveau. Attention à la mauvaise série là. Raptors, à nouveau une défaite, génial. Ça commence à sentir mauvais l'histoire. Dans la foulée, Celtics, tiens, est-ce qu'on va se refaire contre les Celtics par exemple? Ce serait assez surprenant. Oui, énorme. Énorme et improbable. On perd contre des équipes, voilà, un peu de notre niveau, et on bat les Celtics. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Je ne sais pas. Ensuite, il reste quoi? Hawks, Knicks, Pelicans. Donc voilà, on avance. Hein. Les Hawks nous tapent en ayant gagné les 4 cartons. Les Knicks, là ça fleure mauvais là. Hein. Allez, waouh, une 7e, 40 points d'écart. Hein. 7e défaite consécutive. Et encore, il n'y a que celle qu'on voit. Ah non, pardon, il y a eu Boston. J'ai oublié. On va battre comme ça les Pelicans. Bon, il nous reste quoi en face? Bulls, Clippers 2 fois, Denver. Ouh, ça sent. Et le retour de Jeremy Grant n'est pas une mauvaise nouvelle à ce stade-là, parce que c'était quand même pas très très bien hein, en son absence, faut pas se mentir. On a plutôt souffert, faut le dire. Alors j'espère vraiment à ce moment-là que on va repasser dans le positif et qu'on va se relancer après cette horrible série que l'on a eue. Ça commence par une victoire. Allez, on revient à l'équilibre, 34-34. On est dans l'espèce de money time de la saison régulière. C'est là qu'il faut essayer d'aller chercher des victoires. Il reste 14 matchs. Et c'est là qu'on compte vraiment sur peut-être les confirmations de Henderson, la solidité de Grant, l'apport d'Anunoby, etc., etc. On est tangent. Vraiment là, Ayton aussi, Brogdon en sortie de banc, on y croit fort. Et on serre les doigts, on serre les fesses surtout, j'ai l'impression. Clippers, c'est pas forcément l'équipe sur laquelle on va se relancer. Elle nous bat 114-109, malgré une réaction dans le dernier quart. Clippers, c'est plus fort que nous hein, sur cette fin de saison, faut pas quand même le cacher. Pareil, 2 jours plus tard, rebelote. On reprend une défaite. Cette fois-ci, on a éclaté dans le 4e quart-temps. Nuggets, là aussi, mauvaise pioche et défaite. Ah là là. Ça sent pas bon cette histoire-là parce qu'on bascule réellement dans le négatif. 34-37.
À ce moment-là, allez, les Rockets, pour se sauver. Oh, pauvre, on prend 30 points. On prend 30 points en simulation d'écart face aux Rockets. 34-38 désormais, le bilan. Hawks. Ben, les Hawks nous mettent aussi 30 points. J'ai l'impression que ça sent plus que mauvais à ce stade-là. C'est même presque fichu. Hein. Déjà, là cette série, elle nous a assassinés. Miami, encore, nous met une avoine. Bon, bah, je crois que la messe est dite, malheureusement. Alors, c'est étrange quand même comment les séries, en fait, se sont enchaînées et comment les choses ont pu basculer. Là, vous voyez, on a quand même 6 matchs de retard par rapport à l'équilibre. Hein. Ça va être vraiment tendu, sachant que, voilà, pour aller chercher une place en play-in, bah, il faudrait remonter peut-être les Dallas Mavericks, quoi. Voilà, c'est la seule chose qui puisse être faite. Donc c'est encore 15, 14, 13, 12, 11, 10, même pas, non, il faut remonter les Kings, ouais. Autant dire que c'est fichu. C'est fichu, on remontera jamais les Kings avec 8 matchs à jouer, ou alors il faudrait 8 victoires. Ça commence très mal. Commence très mal et un effondrement des Kings. Donc, quand même, c'est terrible parce que cette série, là encore, de 7 défaites consécutives, elle nous enterre. Hein. Elle nous enterre définitivement. Alors, heureusement, derrière, il y a une réaction face aux Hornets. Mais le mal est fait, hein, j'ai envie de dire, avec un Shaedon Sharpe qui n'a vraiment pas performé, c'est quand même le moins qu'on puisse dire, malgré la victoire. Ah, les victoires contre les Wizards, mais oui, mais c'est normal en fait de gagner contre les Wizards. C'est une équipe quand même relativement faible. Derrière, Boston peut-être pour clore le débat, voilà. Boston, défaite en prolongation. Donc je comprends pas bien à ce moment-là ce qui a pu se passer. Si ce n'est peut-être le côté entente d'équipe qui a vertigineusement chuté à partir du moment où on a enchaîné des défaites et on s'est jamais réellement remis dedans, quoi, parce que là, avec une entente d'équipe qui est en dessous des 30%, on a des mecs qui sous-performent, on enchaîne les défaites et c'est la spirale négative, là où à un moment donné on avait plutôt un cercle vertueux. Voilà. Donc tirer les leçons de cette saison régulière avant même qu'elle soit terminée, bah c'est simple, il faut bouger. Il faut qu'à l'été, quelque chose se passe. Et j'ai à ce moment-là 2-3 idées en tête qui ne seront pas celles que je vais finalement faire aboutir. Donc, je ne vais pas spoiler ce qui va se passer dans un quart d'heure à peu près. Mais ce qui est clair, c'est que il faut réagir. Et j'ai quelques plans en tête. Pour moi, on ne touchera pas à Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, OG Anunoby et DeAndre Ayton. C'est donc, alors qu'on voit qu'on achève la régulière par une défaite, c'est donc sur le poste 4 que je vais essayer de tenter l'upgrade au cours de l'été. Niko Jokic MVP, c'est pas choquant vu les statistiques. Le Rookie of the Year, c'est Wemby. Ok, pas choquant non plus. Meilleur 6e homme, et oui, c'est vrai qu'il a basculé 6e homme. C'est Chris Paul. Ensuite, le défenseur de l'année, c'est Giannis. Mais on n'est pas non plus surpris. Souvent, en My League, il a les stats qu'il faut. Tiens, jolie la petite progression de Obi Toppin avec les Chicago Bulls. Ok, c'est pas mal. Après, c'est pas non plus des statistiques ébouriffantes. Hein. Nick Nurse, coach de l'année. Ça veut juste dire que les Sixers ont fait une super saison. Très bien. Puis après, voilà, nous, on a en All-Rookie Team, on a Scoot Henderson, qui aura donc eu une saison où il a tourné à 18 points, 4 rebonds, presque 5 passes, un pourcentage à 3 points assez absurde, en un peu plus de 30 minutes. Ouais, 31%, c'est 32% presque, c'est faible à 3 points. Donc là, bah écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il va sûrement un peu progresser. Tiens, j'aime bien Anthony Black du Magic en 2e rookie team. Voilà, donc les play-in,
le play-in et les playoffs se dérouleront sans nous. J'ai donc décidé de les commenter dans le jeu, en fait. Hein, vous voyez, in-game, pour être un petit peu plus réactif par rapport aux images proposées. Pas toujours évident hein, de commenter après avoir fait du montage. Regardez, New Orleans, et nous on est 12e quoi. 12e à 37-45, alors que les Pelicans ont terminé premier. Est-ce qu'ils vont aller loin en playoff? Ça va être la question sur cette simulation à venir. Quoi qu'il en soit, voilà, vraie déception hein, que cette fin de régulière, on se voyait beau, et il s'avère qu'on est pas du tout au rendez-vous. Dommage. Alors ici, je reprends le commentaire en direct, comme ça, on va vite s'acquitter de ces playoffs, sur lesquels on a malheureusement bien peu à faire, donc pas grand-chose à dire. Simuler, les Lakers se sont qualifiés, ils affronteront les Grizzlies. Ensuite, les Warriors iront en barrage final contre les Kings. De l'autre côté, de l'autre côté, on va envoyer direct. New York, Indiana. Sachant que Chicago s'est déjà qualifié pour aller affronter Milwaukee. Et enfin, alors, entre New York et Indiana, qui aura le privilège d'aller affronter les Sixers? Eh bien, ce sera New York. Voilà. Donc, New York, Philadelphie, parfait. De l'autre côté, on voit un petit New Orleans Warriors. Il y a OKC Phoenix. Bien malin qui peut arriver à prédire, à mon avis. Il y a beaucoup d'aléatoires dans ce qui va suivre. On va simuler le tour. Sixers éliminés d'entrée. Ils sont sweepés par les Knicks. Si ça, c'est pas de la jolie simulation, avec pas mal d'aléatoires. Tiens, Boston qui se fait prendre aussi. On va quand même aller regarder parce que je trouve que c'est étrange. Le fait que Boston disparaisse aussi rapidement. Ah ouais, d'accord. Ok. Tatum, Porzingis. C'est vrai que dans ces conditions-là, il était difficile d'envisager quelque chose de sérieux. Ok, bon, très bien. Allez, on enchaîne. New York qui balaye Cleveland. Et les Bucks qui ont peut-être déjà réussi une partie de leur pari de retourner en finale NBA à l'aide d'une grosse construction d'équipe. Et en face, Clippers, Phoenix. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, en fait. Phoenix qui, finalement, revient de nulle part, hein, en tapant OKC, puis Memphis, bien mieux classé. New Orleans qui passe un peu à travers. Ouais, face à une équipe quand même un peu plus talentueuse, les Clippers. Ouh là là, James Harden. James Harden, MVP des finales de conf à l'ouest. Et de l'autre côté, les Knicks peut-être en passe d'aller en finale NBA. Eh ben oui, avec Jalen Brunson en chef de meute. On aura donc tout vu. Mais quoi de mieux pour les diffuseurs, pour tout le monde, que Los Angeles contre New York en finale NBA. Gros marché. Et puis là, on va voir, tiens, on va se simuler quelques matchs pour voir un peu ce que ces Knicks peuvent aller faire. C'est énorme. On va donc avoir peut-être des Knicks qui sont champions. Elle est pas mal celle-là. Hein. Il fallait encore jouer à NBA 2K pour y assister. Hein. 2-0 Knicks d'entrée. Tiens, j'ai pas regardé qui avait le meilleur bilan des deux. 48-34 pour les Clippers. Ok. Ça sent le blowout. Ah bah non, c'était quand même finalement assez resserré. J'avais vu un plus 15 au premier quart, c'est pour ça. Donc non, 2-2. Allez, ça revient, hein. Ça revient bien.
Égalité. Est-ce que sur ce 5e match, les Clippers vont faire le boulot? Oui. Clippers à un match d'être champion. Et donc, on va voir un petit peu s'ils emportent la décision sur le match 6. Ça semblerait être le cas, non? Oh là là. Fin de match tellement à suspense que on a envie de participer. On a envie de participer à ça. J'avais en plus déjà un peu taquiné la manette avec les Clippers, hein, dans une petite aventure que je vous ai proposée en marge de cette partie-là. Donc bah oui, on va s'amuser. James Harden à 3 points, comment dire. Il a envoyé un sous-marin. Bon voilà, bah, quand on n'y est pas, on n'y est pas. Je crois que c'est vraiment la période là, quand j'ai fait ces images-là, quand j'ai joué, c'est vraiment la période sur laquelle j'étais le plus pourri manette en main. C'est assez impressionnant. Oh là là, Robinson qui prend un shoot de la gagne en finale NBA, et en plus à 5 mètres. Hein. Donc voilà, je crois que le mieux, c'est de passer rapidement ce genre de truc. C'est difficile de savoir quoi penser en fait de ces deux petites actions, ainsi que de l'épilogue en fait de cette saison. On a l'impression quand même qu'en simulation, il se passe beaucoup de choses difficiles un peu à prévoir, et que voilà, moi pour ma part j'ai un peu du mal à comprendre, mais très bien, très bien. Après, Clippers champion, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a vraiment de surprenant et qu'est-ce qu'il y a de scandaleux? Il n'y a pas grand-chose. Si ces mecs-là se mettent à très bien jouer ensemble au moment des playoffs, pourquoi pas une telle issue. Les Knicks, hein, ce serait une sacrée cote. Après, on peut toujours regretter les blessés, mais les blessures font aussi partie du jeu. Donc bon, voilà. On va donc passer à l'intersaison suivante. Et se préparer un petit peu le terrain pour une suite plus heureuse. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va normalement nous aider énormément. Retraite de joueurs. On se méfie toujours parce que Chris Paul, par exemple, ou parfois un LeBron James, veulent prendre dans le jeu leur retraite. Je ne pense pas que ce soit encore le moment pour eux. Après, bon, par contre, pour Dragic, Haslem, Iguodala ou Jeff Green, on peut laisser ça, oui, il n'y a pas de problème. Tom Thibodeau en a eu marre et reste sur une défaite horrible. Non, tu retournes au combat, mon grand. Allez, on va pas te laisser sur un échec. Numéro retiré, forcément, il n'y en a pas, vu l'identité de ceux qui ont pris leur retraite. Voilà. Il y en aura peut-être si des joueurs un petit peu plus huppés prennent la leur en 2025. Pas de réajustement de conférence ou de division. La loterie. La loterie, c'est toujours super important. Alors, Magic favori, Rockets favori, Spurs favori. Ok. Nous, on n'est que 11e choix projeté. Et en plus, il nous échappe. Il y a un niveau de protection en fait qui est sur ce choix. Alors, on hérite du 11e choix. Ouais, c'était un lottery protect. Et c'est les Raptors qui vont faire leur choix en premier à cette draft 2024. Draft 2024 que j'ai laissé, aléatoire pour ce qui est de la génération de joueurs. C'est-à-dire que on va pas du tout retrouver les prospects auxquels tous les draft express et compagnie s'intéressent IRL. Mais on va rester voilà sur des choses assez aléatoires et originales. On a les choix 11 et 18. C'est pas mal. C'est pas si mal. Donc va falloir voir si on peut peut-être monter à la draft. On va voir tout ça.
Ça dépendra un petit peu de ce qui est proposé et de la force des joueurs en présence. D'ores et déjà, ouais, je vais changer quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas 11 et 18, c'est 11 et 16. Le choix 16 et les deuxièmes tours ne m'intéressent pas. On va essayer de voir contre quoi on pourrait les échanger. Et je ferai mon choix à ce moment-là contre 2 premiers tours des Pelicans, enfin, appartenant aux Pelicans. Ils doivent être issus du trade de Drew Holiday à l'époque. C'est des tours en fait qui appartiennent à Milwaukee. C'est le 2025 et le 2027 qui vont nous être envoyés. Donc moi je suis plutôt content de récupérer 2 premiers tours, surtout qu'on ne sait pas réellement à ce moment-là ce que les Bucks peuvent donner à l'avenir. Est-ce que Antetokounmpo restera la tête de proue du navire ou pas? Et donc je reste avec mon choix 11. Choix 11, il y a toujours moyen d'aller chercher un très très bon joueur en devenir. Et puis on a la satisfaction aussi d'être blindé de pics pour la suite. Donc ça me va d'accumuler des assets. Je trouve que c'est toujours une bonne chose. Et bien voilà, c'est parti, hein, recrutement du staff. Alors en général le staff, je le renouvelle manuellement à l'avance. Ça évite toute cette manipulation un petit peu relou. On garde bien sûr Chauncey Billups. Et on garde des mecs qui sont relativement corrects. Il y a peut-être le recruteur qui est mauvais, mais c'est pas grave, on va s'en occuper nous-mêmes. Et on part à la draft. On part à la draft avec donc un premier choix chez les Raptors, hein, on a dit. Hein. Vous allez voir ce que va donner ce joueur. Il est très intéressant. Les Raptors qui prennent en premier, ils vont prendre un ailier qui s'appelle Damon Carson, 6'8", donc belle taille pour un ailier. Alors il est intéressant. Je l'ai regardé. C'est bien, ça répond à un besoin pour eux, donc j'aime bien ce choix. En deuxième, Rob Manis. Ça, c'est le Jazz qui a été comme ça chercher un prospect très prometteur au poste 2. Choix de même type pour Orlando, qui va également chercher sur un poste où ils sont relativement en besoin. Ouais, donc c'est pas mal choisi, je trouve, que ce Trey Mitchell, surtout s'il confirme quelque chose. Après, du côté des Hornets, c'est un petit peu plus le chantier. On comprend qu'ils aillent chercher un poste 2, parce qu'ils ont quand même Miller et LaMelo Ball. Mais après, ils sont tellement loin, eux, malheureusement, que ça va pas révolutionner la ligue. Après, c'est pareil hein, pour les Wizards. Hein. Soit ils ont chopé un mec qui est juste exceptionnel, soit ils vont encore jouer le bas de conférence Est une année de plus. Les Spurs, tiens, c'est un choix intéressant. Ils sont allés chercher un Hongrois, Todor Kafka, qui sera pas disponible immédiatement, mais qui est très prometteur. À 6'10" en plus. Un ailier, ça peut être chaud. Avec Wembanyama, mais pas avant une année de plus, probablement, hein, parce qu'il est encore une année en Europe avant de rejoindre la Ligue. Puis voilà, quelques temps plus tard, Luka Bilic va être mon choix. Après avoir un tout petit peu hésité, parce qu'il y a quelques petits profils qui sont sympas, mais je me dis que c'est quand même peut-être sur ce poste-là, si après je bouge sur le poste 4 en termes de trade, c'est sur ce poste-là qu'on va aller chercher ce Slovène, Luka Bilic, qui est bon défenseur. On verrait juste après son profil. Il est bon défenseur et pas maladroit, balle en main. Après, le scoring n'est pas non plus scandaleux. Donc j'aime bien l'idée. Il doit pouvoir progresser et il aura zéro pression puisque les minutes sont déjà prises par nos joueurs. Damon Carson donc sera à suivre du côté des Raptors qui ont également signé un pivot très intéressant un petit peu plus loin dans cette draft. Donc les Raptors peuvent vraiment se mettre en reconstruction sans problème. Trey Mitchell,
On l'a vu tout à l'heure, Sean Burton. Mais voilà, il y a quand même une belle classe de rookies, hein, 80, 81, 81, 79, 78, 77, 78. Et voilà, il y a un joli plateau de rookies. C'est pas mal. Pistons, tiens, ils ont choisi peut-être le frère de Manis. Qui sait, en tout cas, il a des cheveux improbables. Euh, c'est assez comique. Ah, les Pacers aussi ont récupéré un jeune ailier fort là qui est pas mal. J'ai regardé, il a l'air vraiment sympa. Voilà, c'est Earl Daniels, 12e choix d'Enix, qui terminera par un trade du côté des Raptors et qui ira compléter la raquette avec Pöltl. Bref, voilà, il y a pas mal de choses à observer et surtout un renouvellement de la ligue qui va être intéressant à cette occasion-là. Donc, une draft 2024 qui peut avoir une vraie incidence sur la suite de partir. Donc c'est plutôt sympa, mais pas non plus foutre tout en l'air non plus. Hein. Luka Bilic, évidemment qu'on va le signer, on n'a pas recruté pour juste le relâcher. Regardez, le potentiel n'est pas inintéressant. Ça doit peut-être pouvoir monter à 79 ou 80 avec ce type de polygone de potentiel. Et puis voilà, joueur plutôt complet. À la limite, il dunk pas trop, mais c'est pas vraiment dramatique. Loin s'en faut. Donc je suis plutôt content de ma pioche en 11e choix. Un Luka Bilic en sortie de banc derrière Shaedon Sharpe, qui de toute façon est inamovible, sauf si l'autre, le Bilic, venait à exploser complètement. Anunoby refuse sa player option. Ouais, mais c'est très logique ça, parce qu'il veut renégocier un contrat à un meilleur tarif pour lui. Donc on ne se privera pas, on l'a recruté pour la durée, sur la durée. Après, les gros bonnets de la ligue soit acceptent leur player option, soit vont re-signer là où ils étaient. Donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Sur les qualifying, moi j'avoue que je n'avais pas envie de me battre sur le cas John Butler ou Ibu Badji, parce que c'est pas vraiment des gars qui nous ont apporté ou qui même pourraient nous apporter. Je suis encore un peu désolé pour Ibu Badji, mais voilà. Et on arrive au moratoire. Donc au moratoire, je me jette tout de suite sur une très belle offre vis-à-vis de OG Anunoby. On va lui proposer comme ça un très très joli contrat. On va me dire que ça peut amocher notre budget futur. Ouais, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et OG Anunoby, c'est très très fort. Et y compris balle en main. Hein, on peut lui confier les rênes à des moments. C'est très adroit à 3 points comme joueur. Et c'est un profil extrêmement extrêmement précieux. On va donc lui donner 126 millions, ouais, mais il y a une autre année en option joueur. Voilà, j'aime bien mettre une petite option joueur sur la 5e année, quand on dispose des full birds rights. Et alors, ce mouvement que je vous propose, dont je vous parle depuis tout à l'heure, j'ai fait mon choix, j'ai tournicoté dans tous les sens, et je me suis porté sur Jaren Jackson Jr. Regardez-moi cet énorme trade. On va envoyer Robert Williams, Jeremy Grant, et pour faire l'équilibre, Chris Murray du côté de Memphis. Et en échange, on va récupérer, c'est eux qui me l'ont proposé, hein, j'étais plutôt content, Jaren Jackson Jr., Brandon Clark et Zaire Williams. Pourquoi est-ce que Jackson bouge ? En fait, il est tombé un peu en déception, hein, je dirais, par rapport à Memphis. Ça ne fait plus la maille entre Jaren Jackson et Memphis, et à 2 ans de sa fin de contrat, il a encore une très très belle valeur. Memphis devrait arriver autour de Ja Morant et Desmond Bane à très très bien repartir, surtout s'ils prennent un meilleur pivot. Robert Williams, c'est un meilleur pivot que ce qu'ils ont là, et un très bon ailier fort. Donc j'estime qu'on est gagnant-gagnant. Puis en fait, il y a les Bulls là qui sont venus faire un move de complément en envoyant un peu des arrières, en récupérant Steven Adams. Sinon, Steven Adams est bouché. Donc voilà, gros changement aux crises.
Et gros changement aussi dans la raquette des Trailblazers avec l'arrivée de Jaren Jackson Jr. Je suis un peu déçu pour Chris Murray, mais j'étais obligé d'en sacrifier un des deux. Soit je sacrifiais Jabari Walker, soit Chris Murray. En l'occurrence, j'ai trouvé que le timing de shoot de Jabari Walker était plus évident pour moi à maîtriser que ne l'était celui de Chris Murray. Donc voilà, le choix s'est porté sur Murray pour envoyer aux Grizzlies. Derrick Rose fait son retour aux Bulls. Ok, ça, c'est pour le côté sentimental. Il terminera sa carrière là-bas, peut-être. Allez. Donc, à partir de là, on est pas mal. On va ajouter, bien sûr, dans les intransférables, Jaren Jackson. On a une grosse raquette. Jaren Jackson, en plus, est très polyvalent. Il peut facilement occuper un poste 5 si on a des pépins. Et on double le poste 5 de DeAndre Ayton par Brandon Clark, qui est pour moi sous-dimensionné au poste 5, mais qui peut faire quand même du bon dépannage et du bon boulot. On a une joie immense en voyant que Scoot Henderson a énormément progressé entre sa première et sa deuxième année. Gros travail à l'été apparemment. Et Shaedon Sharpe également. Alors ça, c'est un cadeau qui tombe du ciel. Je vous avoue que j'ai rien fait pour. Je les ai juste entraînés, mais bon, apparemment, il y avait un bon potentiel et c'est monté très très vite. Plus 5 et plus 4 respectivement. OG Anunoby, resitué en poste d'ailier, plus 2. Hein. C'est pas qu'il a progressé, c'est que ailier, il est meilleur que arrière, comme il était en début de partie, du côté des Raptors. Zaire Williams, ça c'était pendant l'année, parce qu'il était déjà à 78 au moment où on l'a récupéré. Bref, on a quasiment que des bonnes surprises dans nos joueurs. Et si vous comptez, vous n'en voyez pas 15, mais je m'apprête à compléter ensuite avec un vétéran au besoin. Tout ça pour dire qu'ensuite on fonce vers le camp d'entraînement et qu'on dispose de 2 camps d'entraînement qu'on va sans surprise attribuer à Scoot Henderson d'une part, en arrière polyvalent. Donc il faut que ça devienne quelqu'un d'encore meilleur à la fois balle en main et sur le shoot ou sur la provocation de faute. Je mets également de l'arrière polyvalent à Shaedon Sharpe par souci de cohérence, parce que j'ai dit que je basais ma partie un petit peu sur ces 2 hommes-là. Donc arrière polyvalent pour les 2. On va essayer de voir si ils peuvent pas encore un peu progresser, ce qui nous mettrait en très très belle situation et permettrait de tourner définitivement la page vis-à-vis du duo Lillard-McCollum qu'on avait eu un certain nombre d'années plus tôt. Et voilà, nouvelle saison, ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire reset l'entraînement, reset la rotation, peut-être même le mentorat, on verra. Mais je vais démarrer en tout cas par quelque chose de classique. C'est presque plus l'équipe qui termine les matchs qui m'intéresse que celle qui démarre. Et à ce niveau-là, on va essayer de jouer, le plus grand possible. Hein, c'est le but quand on a Jaren Jackson en 4 et DeAndre Ayton en 5. Il faut jouer grand. Et puis ensuite, je regrette un peu les minutes trop faibles en 4 pour Zaire Williams. Toutefois, on verra si des opportunités se font pour peut-être décaler du temps de jeu, parce que je crois en ce joueur, je l'aime bien Zaire Williams. On va lui donner 21 minutes, vous voyez. Clark, j'ai pu lui en donner que 15 pour le moment, mais on essaiera de peut-être faire mieux plus tard. Sharpe ne termine pas les matchs, c'est Brogdon qui termine. Il y aura un duo Brogdon-Henderson pour terminer les matchs, puisqu'on compte vraiment sur les minutes en sortie de banc de Malcolm Brogdon. Voilà, ça nous fait un tout début d'année sur lequel Matisse Thybulle cire le banc, fait un petit peu de peine, mais vous verrez que ça ne va pas durer du tout. Il y en a pour très peu de temps avant qu'il ne rentre dans la rotation.
Voilà, Bilic, on verra. On verra, il n'arrive pas avec un gros moral, mais on va essayer de l'aider à ce que ça s'améliore. De toute façon, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Ça passera par des victoires. Ça passera par les victoires pour remonter l'entente équipe et pour essayer de remonter par cela même l'entente des joueurs donc, et le moral, pardon. Donc à partir de là, il va falloir gagner des matchs. Voilà, donc on adapte juste un entraînement pour les nouveaux arrivants. Nos 3 transfuges des Grizzlies, là. Donc évidemment, ailier fort polyvalent pour Jaren Jackson. Zaire Williams, ben, lui en ailier polyvalent, hein, probablement. Ou en arrière, qu'ai-je fait? Non, non, voilà, il était arrière précédemment, mais nous on va le mettre en ailier polyvalent. Et pour ce qui est de Brandon Clark, pivot athlétique, non, 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 certainement pas. Pivot polyvalent plutôt. Hein, je préfère toujours miser sur la polyvalence, dès que possible en tout cas. Parce que des fois, sur certains profils un peu binaires, bidimensionnels, si j'ose dire, plutôt que binaire, c'est préférable d'aller sur athlétique ou ambivalent, ou voilà, mais pas là, en l'occurrence. Et puis, bon, bah, on a Toumani Camara et Ryan Rupert, Rupert d'ailleurs, puisque c'est un Français, qui n'ont pas beaucoup de minutes en prévision, hein, mais voilà, on sait jamais. Il peut y avoir des blessures. Pour le mentorat, ben, j'ai demandé, c'est pas terrible, à Anunoby de mentorer Scoot Henderson sur des aspects défensifs. Je pense pas que ce soit le meilleur choix de la Terre, mais c'est parce qu'en fait, j'ai mis Brogdon en mentor sur Shaedon Sharpe. Du coup, j'avais plus Brogdon mentor de Scoot Henderson. Et je manque un peu de vétérans pour aider. Alors par contre, en voici un. Vous voyez que j'ai recruté à la toute fin Thaddeus Young, qui va mentorer un peu Jabari Walker, même si le boulot sera peut-être pas très efficace. Et puis on va demander à Matisse Thybulle d'aider Luka Bilic à être un vrai spécialiste défensif, même si Bilic a déjà un peu des tendances défensives très intéressantes. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait pour remettre ma saison en place. Et ben c'est parti. Premier match face aux Bulls. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces Bulls? Complètement modifiés. Bah écoutez, je ne vais pas vous cacher que je ne dirai pas ce qui s'est passé. Je vous renverrai plutôt à un lien que je mettrai dans ma description, dans mes sous-titres de vidéo. Vous voyez, dans les sous-titres, là, sous la vidéo, il y a un petit descriptif que les youtubeurs s'échinent à remplir pour la plupart. Et puis, bah, moi c'est un petit peu mon cas aussi. C'est pas forcément agréable de remplir les sous-titres. Mais vous aurez un lien vers une vidéo qui parlera du pourquoi, du comment de ces Bulls-là. Quoi qu'il en soit, il nous faut les affronter. Et tout de suite, on va goûter l'adresse de Jaren Jackson Jr. Voilà. Zaire Williams, magnifique shooter à mi-distance. On va commencer à découvrir le bonheur que peut représenter le fait d'avoir Zaire Williams dans son équipe, Jaren Jackson Jr. aussi, et Brandon Clark aussi. Donc voilà. On essaye de profiter du côté extrêmement rapide de Scoot Henderson. Voilà. Shoot, ça paye. Voilà, balle en main. Anunoby est capable aussi de redistribuer la balle. Le match est serré. Et pour cause, cette équipe des Bulls est assez dangereuse et relativement défensive, mis à part Irving et Lavine. Regardez-moi ça, petit festival. Et d'ailleurs, fait de grande importance, DeAndre Ayton, ici, se blesse. Ah, ça nous pose problème. Blessure inconnue aux côtes. Ouais. Eh ben la blessure, elle va durer. Ce sera bien 2 semaines de blessure, un petit peu plus même. Donc vraiment un coup dur et du coup j'accuse le coup. Regardez d'ailleurs à l'image de ce
airball sensationnel de Luka Bilic. C'était peut-être un peu de ma faute, mais c'est amusant. Et on va comme ça prendre un gros éclat consécutif à la réorganisation mauvaise après blessure de l'ami DeAndre Ayton. Heureusement, Jabari Walker est là pour nous ramener. La défense également est là, toujours Jabari Walker, pour nous faire du bien. On a bien fait de le garder, lui. Hein. Il est précieux. Quand on fait appel à lui, il a peu de minutes, mais il est bon. Scoot Henderson, oublié par la défense. Mince alors, ça ne rentre pas. Dans la foulée, contre-attaque, mon Dieu. Waouh, le bloc. Et Mobamba remet dedans, malheureusement pour nous. Allez, Money Time. Ici, OG Anunoby, magnifique. 3 points, clutch. OG Anunoby, je le vois là, est extrêmement clutch. Et il est capable de rentrer des paniers à des moments sensationnels et hyper importants. D'ailleurs, à qui va-t-on faire appel ici? Zaire Williams. Sur le pick and pop, j'adore la cinématique de shoot de Zaire Williams. Il nous permet ici de prendre un peu d'air. Et l'air définitif nous arrivera, la délivrance nous arrivera de OG Anunoby dans un match où on a eu un très gros coup de mou et où au final on se retrouve à gagner en 4e quart-temps en marquant beaucoup de points et en ayant beaucoup d'adresses. Nous permet de terminer à 50% à 3 points ce match-là, alors qu'en face ils ont eu plus de mal. Et on notera la solidité dans le Money Time de tous ces joueurs. Donc c'est plutôt une bonne chose, parce que on a beau avoir gagné ce match, il y a quand même un problème qui se pose. C'est comment faire sans DeAndre Ayton. Alors juste voilà, on finit de regarder l'étendue des dégâts. Très gros match de Kyrie Irving. Peut-être match en demi-teinte de Zach LaVine qui a été mieux défendu. Et en revanche, ouais, le 4/16 il pique en extrapolé. En revanche, pour nous, très solide Anunoby et Zaire Williams dans le Money Time. Et sinon, les tauliers, Henderson, Jackson. Peut-être que c'est prémonitoire pour la suite. DeAndre Ayton, voilà, collapsus pulmonaire, mon Dieu. 2 à 4 semaines. Bah, je peux vous dire qu'on va pas le revoir effectivement avant 3 semaines, quoi. Donc c'est assez réaliste. Et du coup, j'avais envie de jouer grand, et on va se retrouver à jouer moins grand. Pourquoi? Bah parce que, inévitablement, décalage de Jaren Jackson en poste 5, avec des minutes également plus importantes pour Brandon Clark. Zaire Williams, qui va être inévitablement intronisé. Moi, je le mets carrément poste 4, vu sa taille, et son envergure, et son côté athlétique. Ce n'est pas un défenseur élite, mais il est bon. Et du coup, Matisse Thybulle retrouve immédiatement des minutes pour une rotation, celle-ci qui va durer un bon paquet de matchs. Tant que DeAndre Ayton ne sera pas revenu, on ne bougera pas notre rotation avancée. Et ben voilà, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça va permettre de prendre des habitudes sans lui et de voir un peu si on tient la route. On comptera énormément donc sur Brandon Clark et sur Zaire Williams. Tiens donc, on se retrouve avec tout de suite un rôle majeur joué par les nouveaux arrivants. Ok. Les Cavs, c'est notre deuxième rendez-vous. Cavs, c'est une équipe dangereuse, avec ce trio, Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, même complété par Jarrett Allen, qui peut faire relativement trembler parce qu'il est très fort au rebond et qu'il est quand même assez dissuasif dans la raquette. Donc là, il va falloir museler tout ce petit monde-là et user de stratagèmes pour arriver à peut-être laisser plus la balle à Okoro à des moments, ou peut-être lui laisser plus de tickets shoot
qu'aux 3 principaux joueurs, sachant que Jarrett Allen normalement n'est pas dangereux de loin. Moi je commence tout de suite avec une petite action construite. Dommage pour le 3 points de Zaire Williams. Bon, on réessaye, on va pas se démonter, ça ne veut pas rentrer en ce début de match. Peut-être écran, voilà. Et cette fois-ci peut-être, oui, ça c'est swish. Donc j'ai, sans surprise, et comme vous le voyez là, cherché énormément de 3 points. Je me suis dit, après tout, si j'ai une chance sur 2 de le mettre, eh bien, autant multiplier les tentatives, parce qu'à chaque fois que ça rentrera, ce sera 3 points et non pas 2 à mi-distance longue, par exemple. Donc après, en face, regardez, c'est solide, hein. C'est solide. Puis alors même McKenzie, alors pivot remplaçant dès que Jarrett Allen va se reposer, il est super relou, il est hyper grand, il est dangereux. Bon là par contre ils font une erreur, ils jouent à 2 grands qui shootent pas de loin. Et donc tout le talent de Scoot Henderson doit s'exprimer. Je suis ici face à une grosse difficulté qui est arriver à trouver du panier entre guillemets clé en main pour Scoot Henderson et pour Shaedon Sharpe. L'accès au cercle est souvent difficile si on n'utilise pas de système pour des postes arrière comme Henderson et Sharpe. Et c'est ce à quoi je me suis heurté en fait comme difficulté. On peut même y ajouter Brogdon. Et si après vous essayez de faire votre seul profit et scorer vraiment manette en main avec ces mecs-là sur des shoots de loin, ben là vous êtes en difficulté, je pense. Parce qu'il faut maîtriser tous les timings de shoot. Il faut aussi que les sorties d'écran, à l'image de celles qu'on voit ici pour Brogdon, se passent bien. Regardez le timing de shoot absolument délirant qui m'a complètement perturbé. Je n'y arrive pas hein, avec le timing de Malcolm Brogdon. Je suis incapable de faire quoi que ce soit de correct. Et là, Evan Mobley qui quand même prend un tir assez difficile. Bref, cette première mi-temps, c'est laborieux. On a du mal à trouver des solutions. Voilà, je pense que je suis pas encore prêt à produire du beau basket. Regardez en plus, tac, derrière, on est sanctionné inévitablement. Donc c'est un peu difficile. Hein. C'est un peu difficile. Toutes ces questions, là-haut, il y avait une passe évidente. Je suis incapable de la donner, vous voyez. Très très mauvais choix. Manette en main, encore une fois. Et ici, sanctionné par Evan Mobley, ben non, il y a faute à 3 points. Donc, en plus, on se retrouve à donner des lancers. On n'arrive pas à produire offensivement. Voilà, on fait sauter et on appelle l'écran. C'est déjà mieux. Peut-être pick and pop. Ouais, mais il n'y a pas de liberté pour Giannunoby ici. On va être obligé en fin de possession de prendre ouf, ce qui va heureusement nous sauver et nous permettre de ne pas être trop distancés à la mi-temps. Mais les débuts sans Ayton sont vraiment difficiles. Et là vraiment je suis en souffrance. Vous allez voir que on va progressivement s'habituer aux choses. Et on mise beaucoup pour cela sur le shoot à 3 points, comme je disais un petit peu plus tôt. Et prendre beaucoup de shoots peut-être. Et sur un gros volume, en retirer pas mal de volume de points également, malgré une adresse qui va et qui vient. On est en dessous un peu des 50% à la mi-temps. On est dominé au rebond. Ils ont pris quelques rebonds offensifs que nous n'avons pas su sécuriser. Les pénétrations, que ce soit ici Donovan Mitchell ou autres, nous font beaucoup de mal. Caris LeVert, ici, somptueux, à 3 points derrière l'écran. On est contesté près du cercle. Et puis il y a ces actions rigolotes où vous êtes proche de l'interception et où à l'arrivée, vous pouvez être presque certain, ici non, mais en général oui, presque certain que ça va permettre à l'adversaire de scorer. Brandon Clark à 3 points, lol. Heureusement, il y avait Scooty qui veillait près du panier. Allez, il reste 3 minutes, on rentre dans le money time. Allez, il y a aussi ça. Ça, c'est énorme.
Les, la profusion de fautes sifflées pour écran illégal me rend dingue par moment, à tel point que je suis allé un petit peu baisser la fréquence. Waouh. Sublime contre-attaque, plus 6 pour Cleveland. On va prendre la nouveau nos petites recettes. Zaire Williams, swish, là encore. On revient à -3. On est encore dans le match. On n'est pas mort. Mais honnêtement, le backdoor ici me fait un mal de chien. Surtout que il y a toujours au rebond Jarrett Allen. C'est assez difficile moralement à supporter parce que on se retrouve tout le temps à encaisser des points sur les mêmes séquences. Ouais, bien joué. Bien joué Zaire Williams qui s'est rapproché du cercle en voyant qu'il n'y avait aucun accès pour Henderson et puis il a profité de sa grande taille. Allez, toujours -3. Balle en main pour Caris LeVert. Attention au mouvement des uns et des autres et notamment de Darius Garland. On voit que Mobley est venu faire un écran. Ouf, belle défense, mais c'est pas fini. Eh ben oui, c'est pas fini, il fallait défendre jusqu'au bout. Heureusement que Darius Garland dévisse. Et là, j'aime bien essayer de me provoquer un passage sur le côté, mais j'arrive rarement à aboutir sur ces actions-là. Allez, Brogdon. Ouf, on est allé enfin retrouver le poseur d'écran près du cercle. Ça n'a pas été facile, en l'occurrence. Allez, il faut absolument défendre de manière cohérente. Ouais, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire quand on a des actions aussi bien jouées que ça par l'adversaire. J'allais jamais pouvoir sortir à plus de 6 mètres avec mon pivot. Donc, tout ce qu'il faut, c'est scorer et espérer qu'il y ait des situations plus favorables. Oh là là, il était où Jarrett Allen en défense? En tout cas, mal joué de sa part. Bien joué pour Jaren Jackson. On vit de rapide, hein, on essaie de trouver vraiment tout ce qu'on peut, mais c'est peu évident. Bravo, bravo. Vous voyez, Darius Garland qui est en mode je score quoi qu'il advienne. Après, vous allez me dire peut-être qu'il n'a pas un défenseur élite face à lui, hein, c'est une possibilité, mais quoi qu'il en soit, il va falloir s'en remettre au shoot extérieur de Jaren Jackson pour aller égaliser, alors qu'il restera une balle de match aux Cavs. Alors, est-ce que Garland, qui est chaud, va pouvoir le rentrer? Oh là là, ça a failli. On a failli rentrer, on ira donc en prolongation pour ce deuxième match de la saison. Prolongation où déjà il faudrait commencer par prendre le ballon. Bah non, à l'entre-deux, on a perdu la balle. Et direct, il shoot. Garland, il se pose pas de questions. Un petit peu plus tard, on est encore à égalité. 54 partout. OG Anunoby peut-être. Allez, écran mobile. Ça c'est fait. Illegal screen, comme ils disent. Donc en plus ça fait mal parce que c'est des possessions qui sont hyper importantes. Il faut se battre. Faute. Faute de Brogdon sur l'ami Garland. Il nous fait mal, hein. Il nous fait super mal, Garland. Il fait un super match. Et encore, Donovan Mitchell n'est pas encore trop sorti de sa boîte. Mais si en plus on avait du grand Donovan Mitchell, ça deviendrait injouable. Allez, on ne panique pas. On a une doublette Sharp Brogdon sur le terrain. Et on peut comme ça diriger la manœuvre. Shoot, ça paye. Ouf, bah heureusement qu'on a ceci à proposer. Carton offensif de Jaren Jackson. Pour la première sans DeAndre Ayton, on s'aperçoit que Jackson tient la baraque. Il tiendra même aussi défensivement ici avec l'aide de ses équipiers sur une belle action. Et là, comment dire, on va tenter quelque chose. Bah un écran, pardi. Près du cercle, boum. Dunk de Jaren Jackson qui décidément est partout.
dans un soir exceptionnel. Garland, il va vite. Hein. Il est dur à suivre. Hein. Ouf, on a réussi à récupérer le rebond là encore, malgré la perturbation de Jarrett Allen. Et ça terminera dans le fall game avec quelques lancers francs. Finalement, un bon match au niveau comptable pour Scoot Henderson et Jaren Jackson Jr. qui nous sauvent. Et avec une jolie adresse à 3 points, puisqu'on a réussi à trouver nos séquences, on va dire, rémunératrices. 53% à 3 points, je prends tous les jours. En face, par contre, ils ont eu beaucoup de mal sur l'adresse externe. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Faut pas se cacher ça. Donc ouais, de toutes les zones du terrain, plus ou moins, on a été à droit derrière la ligne à 3 points. Un gros match de Jarrett Allen. Garland, qui quand même, dans le Money Time, a été bon, mais qui a été globalement nul en termes de pourcentage de réussite au tir. Tout comme Donovan Mitchell n'a pas été génial. Et le carton offensif du jour est signé Jaren Jackson. 50 points en extrapolé. 50 points, record en carrière, hein, très vraisemblablement. Donc la vie sans DeAndre Ayton démarre plutôt pas si mal. Gros test à venir là encore pour GGG. Puisqu'il va avoir Niko Jokic en face de lui. Ah, dommage, Jamal Murray pas présent, mais les autres sont là, soit KCP, Michael Porter ou Aaron Gordon. Donc gros défi là encore. On va voir si peut-être on arrivera à profiter d'une faiblesse du côté du back court des Nuggets, ou est-ce que les mecs vont être forts quoi qu'il arrive. Surtout qu'il y a une rotation qui est pas dégueu. Ils ont été plutôt heureux à la draft. Allez, on va essayer de démarrer proprement. Donc ici, j'essaie de m'attacher en début de match à pas lâcher et pas laisser trop d'écart. Donc j'essaie d'aller sur des séquences dont je vois qu'elles ont été plus ou moins maîtrisées dans les matchs précédents. Et en l'occurrence, voilà, si ça passe pas, on tente autre chose. 3 points, mal défendu. 3 points au Anunoby. Donc voilà, essayer de chercher des séquences sur lesquelles on va être payé, même si en face on se doutait bien que Niko Jokic allait nous prendre un max de rebonds off. Scoot Henderson, près du cercle. Ouf, ça va, acrobatiquement, on s'en est sorti. Vous voyez, les débats sont assez équilibrés. À ce stade-là, on va demander encore à Jaren Jackson de shooter de loin. Donc en fait, le shoot externe me sauve. Hein. Le shoot externe des anciens Grizzlies me sauve la vie. Scoot Henderson, ça méritait de rentrer ça. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors on va recommencer, puisque ça méritait de rentrer. Cette fois-ci, ça rentre. Voilà. Donc les écrans, shoot derrière écran. Mine de rien, défensivement, on a réussi à leur faire du mal. Ce qui fait que les paniers qu'on marque nous ont permis de prendre un peu d'avance, qui font comme neige au soleil, parce que tout à coup on a eu moins d'adresse et ils en ont eu un petit peu plus. Défense sur Jokic, compliqué. Surtout qu'il a bien joué pour Porter. Bref, on avait un peu d'avance, mais on se retrouve rapidement en difficulté, mené qu'on est. Et avec les situations de contre-attaque sont toujours très délicates. Waouh. Ici, c'était même pas une contre-attaque, mais bon, bref. Contre-attaque, des fois, on souffre, mais là, ça a été une catastrophe. Aojo Anunoby, heureusement, va trouver son adresse. Très bon timing de shoot. Très facile, manette en main pour moi. Aojo Anunoby, allez, le duel. Jokic, Jackson, remporté par le défenseur. Pour finalement, à 10 secondes du terme, avoir une balle de match pour Reggie Jackson. Vous voyez, l'ordi, il est habitué à avoir Jamal Murray sur le terrain. Du coup, c'est pour ça qu'il donne la balle au meneur.
Allez, est-ce qu'on a quelque chose à faire ici? Ah, je vais tellement chercher une solution qu'on va perdre la balle. 5 secondes, quoi. Le truc catastrophique. Oh là là, heureusement que Jackson ne nous rentre pas ça, sinon c'était le buzzer beater. Et donc on se retrouve encore embarqué dans une prolongation que c'est difficile. Tiens, cette fois-ci on gagne l'entre-deux. Génial. C'est là qu'il faut utiliser encore nos points forts. Écran, pick and pop, Zaire Williams, swish. Ensuite, balle à Brogdon. Henderson qui appelle un écran, qui la rend près du cercle. Badaboum, passivité défensive. Merci. Passe à plus 3. Ici, on est même à plus 5. Quelques temps plus tard, avec un accès au cercle, si possible, bouché. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal joué de la part des Nuggets. Terriblement mal joué, et donc vous avez deviné, ce sera tellement mal joué offensivement, cette fin de prolongation par les Denver Nuggets, qu'on n'aura plus qu'à terminer dans le fall game et conserver la balle jusqu'à la fin du match. Victoire donc face aux Nuggets. Ça n'a pas été sans mal. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Le bon, c'est l'adresse. Les ballons perdus, en revanche, c'est calamiteux. Et le rebond, bah, on fait ce qu'on peut. Ça a été plutôt équilibré. C'est pas encore là que ça a été le plus scandaleux. Même si on en a un petit peu laissé, mais je trouve que dans le box-out, ça a été plutôt convenable. Ce qui restera vraiment incroyable, c'est cette adresse à 3 points sur des séquences plutôt faciles. Et ceci, par contre, ne résout pas le problème de l'adresse et du scoring pour Henderson d'une part et Shaedon Sharpe d'autre part. Donc là, j'ai encore mon défi perso qui est d'arriver à les impliquer plus offensivement, leur trouver des jolies séquences plutôt que galérer et faire du glooby bull guy, m'en sortir avec le shoot extérieur de mes intérieurs. Hein, donc c'est ça le petit défi. Face à une équipe pas évidente à manœuvrer, en plus, il va falloir essayer de trouver des tickets shoot pour Henderson et Sharp. Voilà. C'est mon gros défi à ce moment-là. J'étais un peu regardé du côté des systèmes, on a un petit peu essayé de regarder ce qui pourrait leur faciliter la vie et leur donner des petits paniers faciles de temps en temps. Alors, ça va venir. Ça va venir. Dans l'immédiat, regardez. Début classique, balle à Henderson, pick and pop avec Zaire Williams. Et celui-là, on le tient bien, hein, par contre. Hein. Ce timing-là, il est dans la poche. Pareil, hop, avec Jaren Jackson, ça se décline à l'envie. On a de belles situations de scoring. Bon, après, la défense joue très mal. Oui, mais en même temps, s'il joue pas comme il joue, bien joué Anunoby à l'angle 0. S'il joue pas comme ça, c'est-à-dire à priver le porteur de balle de l'accès au cercle, ça peut aussi être une action qui leur fait mal, mais à 2 points. Donc je pense que laisser ouvert, c'est quand même une grosse bêtise. Très bien joué à Haliburton avec la faute. Le Scoot Henderson, pas évident de défendre sur Haliburton hein, pour Scoot Henderson. Il est peut-être plus rapide Henderson, mais en revanche l'autre a toute la palette pour faire excessivement mal. Par contre, proche du cercle, il a subi la défense de mes joueurs. Vous voyez, ça c'est des actions qui servent à rien, à part si quelqu'un remet dedans, mais ces pénétrations là via la ligne de fond, plusieurs fois que je constate que ça servira pas, ça rentrera jamais ce genre de truc. Donc il faut faire gaffe. Petit excès de chaleur à un moment donné là pour Buddy Hield. Waouh. Somptueux shoot contesté. Je crois que c'était Nembhard, mais je suis pas sûr. Balle en main. Brogdon. Il y a le feu à la maison. -6. Face à cette équipe des Pacers qui est quand même dur à jouer. Hein. Allez, bravo. On trouve 3 points. Comme une bouffée d'oxygène. Haliburton nous en remet 3 sur la figure, toujours -6.
On est à l'approche du quatrième quart-temps. Ouf, on fait sauter, bien joué, parfait. -4. On va essayer de terminer ce quart-temps comme ça, ce sera déjà pas mal. Et ballon volé, bravo, par la bonne défense de Henderson, probablement. Il y avait un cut vers le cercle, il n'a pas été vu. On va appeler 3 points pour Scoot Henderson. Il n'est pas suivi. Ah, ça c'est son spot. Hein. À 45 degrés, même 1 mètre derrière l'arc, il met dedans. Hein. Donc ça c'est aussi un truc dont il va falloir se souvenir. Benedict Mathurin, contesté. Miles Turner remet. Contesté également, contré même. Ici, petit écran pour le shoot. Voilà. Ça c'est le spot de OG Anunoby par contre. Chacun a ses petits spots. Et en fin de match, regardez, j'ai mis Anunoby en défense sur Haliburton pour essayer de le contester davantage. Il peut lui opposer quelqu'un de taille un petit peu plus équilibré, quitte à dégarnir un peu la défense ailleurs, à cacher Henderson. Anunoby, ça rentre très très fort au Anunoby dans ce contexte-là. Et pour parachever l'œuvre, c'est Ziaire Williams qui vient à +9. Il nous met bien, mais attention, ça reviendrait un peu. Donc gaffe, hop, encore une séquence pour clore. Ziaire Williams qui fait un carton sur ce match, qui s'installe bien dans son rôle de titulaire. 48% à 10 sur 21, c'est-à-dire sur un énorme volume de shoot. On a presque pris la moitié de nos shoots à 3 points, ce que je vous annonçais. C'est énormément de tentatives à 3 points. On joue la stat. On joue la stat à fond. Et on sait que à un moment donné, ça paye. Gros match d'Anunoby, gros match de Jackson, énorme match de Ziaire Williams. Et, comme je disais avant ce match-là, demi-teinte pour nos deux arrières. Voilà, donc c'est le truc que, à ce moment-là, je me suis dit que je ne supportais plus. C'est aussi peu d'efficacité offensive proposée vis-à-vis de Henderson et de Shannon Sharpe. Donc j'ai trouvé des solutions, vous allez voir. J'ai trouvé des solutions. Maintenant, ça met parfois du temps à se rôder, quoi, hein, à arriver à digérer certaines exécutions de système. Petit duel entre Sohan et Ziaire Williams au poste 4. Comment faire face à Victor Wembanyama? Déjà, c'est pas à l'entre-deux qu'on va l'emporter. Ah tiens, Dejounte Murray est un Spurs. On en parle de plus en plus du retour de Dejounte Murray du côté des Spurs. Hein. Ça pourrait arriver cet été. Hein. Ensuite, Awel Anunoby. Hop là, 3 points. 2 points. 2 points longs, pardon. Bref, le match démarre plutôt pas mal. Surtout qu'il y a du nettoyage défensif. Allez, Victor. Très très bien gêné par Jaren Jackson Jr. Offensivement, on continue à exécuter. En fait, on peut se rendre un match facile si dès le début, on fait un énorme écart. Genre 10, 12 points. Et après, il n'y a plus qu'à être en gestion. Kyle Anderson n'apportera pas grand-chose sur cette action, si ce n'est la possibilité aux Blazers de pouvoir enfoncer le clou. Ici, Jaren Jackson. Ben là, on est en train de se rendre le match facile. Voilà. Ce sont des choses plutôt reposantes que d'arriver à se faciliter les choses. Blah! Ça, c'est pour Brandon Clark. Il fallait bien qu'il passe un peu au montage vidéo. Victor, contesté là encore. Il faut peut-être penser à prendre le rebond aussi. Ah, quand même, il y aura la révolte très tardivement. Il y aura une révolte du côté des Spurs. Pareil ici, Trey Jones, très joli. Attention, ça revient à moins de 10 points. Il va falloir réagir. Dejounte Murray, très très fort à mi-distance. Contré ici.
mais avec la faute. Donc il y a quand même un moment de rébellion de ces Spurs, mais l'écart initial nous permet d'aborder la suite sereinement. Allez, ils sont revenus à 5 points. Et ici, vous voyez, je m'en sors pas. Je m'en sors pas du tout en 1 contre 1 contre Murray. Je pense que je maîtrise pas du tout les dribbles. Ça aussi, c'est un prochain axe de travail. Il faudra essayer de mieux dribbler. On va ici subir la loi de Jones après avoir bien résisté défensivement à certaines offensives. Retour en zone provoqué par la défense extrêmement forte de Matisse Thybulle et nos petits fondamentaux par les duels entre Zaire Williams et Sohan. Ce dernier n'y peut rien contre. Ensuite, sur la pénétration de Trey Jones. Allez, on est en train de conserver cet avantage et les choses se passent plutôt pas si mal. Quick 21 Rip. Voilà ma petite trouvaille. Il y a le backdoor également qui est très très fort. Et on va commencer à nourrir nos arrières par certains systèmes plutôt cool. Et ce sera justement tout l'objet de la suite de cette aventure avec les Blazers et avec cette équipe recomposée autour d'Henderson et Sharp. Et on voit que l'adresse à 3 points était moindre sur ce match-là. On n'était qu'à 33%, ce qui est en deçà de la moyenne qu'on peut estimer. Allez, on va dire que la moyenne 37-38% en NBA aujourd'hui, dans le jeu aussi. Donc si vous êtes à 37-38%, dans le jeu, je suis pas sûr que dans NBA ce soit plutôt 35-36. À voir, il faut que je revérifie. Mais voilà, donc encore un énorme Zaire Williams. Dejounte Murray un peu en échec. Victor bien gêné. On est pas mal du tout. Restera donc à faire ce que je vous disais, donc avant de mettre un terme à cet épisode, trouver des moyens, mais notamment quelques systèmes que je vous proposerai à l'épisode suivant, trouver des moyens de faire mieux avec Sharp, avec Brogdon et avec Scoot Henderson. Les trois sont un petit peu à la même enseigne, à part que le timing de shoot externe de Henderson me permet de faire plus de choses avec. En revanche, voilà, pour les deux premiers cités, vraiment, il y a besoin de ça, sinon on fera pas grand-chose. Et se féliciter de cette arrivée exceptionnelle de Jaren Jackson Jr., qui fait mal, qui fait très très mal. Voilà, à plus, bye bye.